Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour notre première carte blanche, nous avons souhaité vous présenter la fonction de directeur dans le secteur privé associatif et de faire des éléments de comparaison avec la fonction de direction du secteur public. Pour nous accompagner sur cet échange, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Marie Aboussa, directrice du pôle organisation chez Nexem, Marie-Hélène Angelonicou, que tout le monde connaît ici, et Roland Monnier, directeur d'établissement privé associatif en détachement de la fonction publique hospitalière. Donc je vais donner la parole de suite à Madame Aboussa, qui va dans un premier temps nous rappeler ce qu'est Nexem, et après qui va nous présenter un PowerPoint sur l'évolution des modes managériaux au regard du contexte social et sociétal. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors quelques mots sur Nexem, qui est un nouvel acteur en fait sur le secteur social et médico-social. Enfin, c'est le nom, hein, puisque pas tant que ça, puisque il s'agit en fait du résultat de la fusion entre la FEGAPI et le Cinéas, donc deux organisations qui étaient signataires de la Convention collective 66. Donc, ce qui représente à peu près 5 secteurs d'activité. Donc, le secteur du handicap, personnes âgées, protection de l'enfance, protection juridique des majeurs, insertion et quelques établissements sanitaires. Quelques chiffres, 3 000 adhérents, 10 000 établissements et services et 300 000 salariés. Voilà. Et membres en fait de la galaxie, de la branche de l'action sociale et sanitaire à but non lucratif, où on retrouve en fait la FEAP, donc signataire de la Convention 51, que certains d'entre vous connaissent peut-être, donc Nexem au titre de la 66, la Croix-Rouge, qui est une entreprise, enfin qui est bordée par un accord d'entreprise, et Unicancer. Voilà pour le contexte général. Pour ma part, donc je suis directrice du pôle gestion des organisations. Alors c'est tout ce qui ne concerne pas le volet RH et droit social. Voilà, pour faire court. L'idée, c'est de très rapidement vous présenter en fait la particularité du secteur associatif sur le volet, je dirais, gouvernance et dirigeance, et sur l'impact en fait de l'ensemble en fait de l'évolution des législatifs et réglementaires pour la fonction de direction. Alors direction générale, direction d'établissement, direction de pôle. Enfin, on va voir que l'ensemble en fait des dispositifs législatifs et réglementaires a un peu bousculé la donne, tant sur les missions de direction que sur l'équilibre qui pouvait exister entre la dirigeance et la gouvernance. Alors, je vous promets que je vais essayer de ne pas faire en sorte de vous endormir en ce début d'après-midi. Quelques éléments en fait de contexte général, puisque au niveau du secteur social et médico-social à but non lucratif, on va dire qu'on a eu pendant les 30 premières années d'après-guerre je dirais un mouvement qui était plutôt assez tranquille, et de 75 jusqu'à 2000, là aussi c'était un petit peu tranquille, et depuis 2002 c'est un peu la cavalcade, mais que vous connaissez aussi vous-même sûrement, avec une évolution législative et réglementaire qui tend à reconnaître, je dirais, la personnalité morale comme étant le représentant légal gestionnaire, puisque la particularité du secteur associatif gestionnaire, c'est que le directeur, enfin l'établissement n'a pas de personnalité morale. Donc c'est l'association gestionnaire qui est la personnalité morale, donc avec un président d'association, un conseil d'administration, qui sont composés en fait de membres bénévoles, donc qu'on appelle les dirigeants associatifs élus, et de dirigeants salariés, donc des directeurs d'établissement. Et l'objectif est quand même d'avoir un équilibre entre les deux. Et on se rend compte que cette fonction de direction pour lesquelles il y a des niveaux de qualification n'est pas la même au titre en fait des conseils d'administration, qui ont dû, je dirais, appréhender les évolutions un peu comme ils l'ont pu, alors que pour les directions, il y avait quand même une capacité en fait d'appréhender les éléments techniques. Autre élément qui est venu, je dirais, percuter tout cela, c'est la prise en compte de l'environnement, qui, je vous le disais il y a quelques minutes, est arrivé avec des évolutions sociétales assez importantes, puisqu'on parle d'autodétermination, de renforcement de la capacité d'agir, on parle de plus en plus de performance, de rendu compte, d'efficience. On parle aussi de logique non plus de RH, mais de management, de
politique RH, de politique et de stratégie de ressources financières, la nécessité pour les associations de tenir compte aussi du fait que les dotations publiques sont en, comment disons ça, on va parler de taux de contraction de taux d'évolution, pour ne pas dire de raréfaction des ressources. Donc il est nécessaire d'avoir une capacité d'inventivité pour tenir compte de l'ensemble de ces enjeux, tout en étant en mesure d'assurer la fonction au quotidien, qui est d'assurer une qualité d'accompagnement et de sécurité des personnes et des biens. Autre élément aussi qui caractérise le secteur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir un équilibre précaire entre, d'un côté, le conseil d'administration et la gouvernance, et de l'autre côté, la fonction de direction qui a été aussi, qui a fait l'objet d'une évolution assez importante pour le secteur associatif notamment, avec la mise en place en fait de sièges autorisés, qui donnent lieu à un transfert, on va dire, d'un certain nombre en fait de responsabilités qui étaient au niveau des établissements, qui est remis au niveau en fait de sièges, où en fait on va retrouver en fait une importance beaucoup plus importante, pardon, où on va retrouver en fait des fonctions support qui sont de plus en plus importantes, puisque ce sont elles qui vont définir quelquefois la stratégie à définir au niveau de l'organisation gestionnaire. Donc là où en fait on s'appuie tout d'abord sur le fonctionnement de l'établissement, du service, l'accompagnement en tant que tel, où le directeur était, on va dire, un chef d'orchestre, on est sur un déplacement d'un certain nombre en fait, de prérogatives et de responsabilités qui bousculent quand même beaucoup le fonctionnement en fait, des structures. Autre élément aussi, c'est que donc ce qu'on a appelé un virage vers le 3e millénaire, ou le directeur 2.0, c'est qu'il doit être en mesure à la fois d'être sur une logique d'accompagnement au quotidien, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, de tenir compte aussi des évolutions et d'une certaine judiciarisation, voilà, puisqu'en fait, on commence à parler de plus en plus, non plus de bénéficiaires ou d'usagers, mais de consommateurs au niveau de l'accompagnement, où vous êtes confrontés en fait à cela au quotidien. Mais en même temps, vous devez être en mesure de remplir les tableaux de bord de la performance, d'être en mesure aussi de rendre compte de votre activité au niveau en fait des sièges, si tant est que vous ayez un siège au niveau de votre organisme gestionnaire, tout en étant en mesure de rassurer les équipes et de tenir compte aussi des évolutions des politiques publiques. Avec 2 éléments clés qui rentrent en ligne de compte, me semble-t-il, c'est d'un côté la logique en fait d'individualisation de l'accompagnement, et je dirais les différents textes qui sont en train d'arriver là en termes de réforme, quel que soit le secteur, parlent à la fois d'individualisation, de parcours coûts humains, d'éviter en fait les ruptures de parcours et de faire en sorte que vous soyez en mesure d'accompagner cela tout en étant en mesure d'accompagner les professionnels au changement. Bref, tout ça en fait avec un isolement en fait de la fonction de direction qui n'est pas neutre. Voilà. Et enfin, pour finir, plutôt pour ouvrir aussi le débat, 2 éléments qui vont aussi en rentrer en ligne de compte, c'est le fait d'avoir des autorités de tarification et de contrôle qui ne s'adressent plus tant aux directeurs d'établissements comme on pouvait l'avoir auparavant. Là, je l'entends pour le secteur associatif, gestionnaire d'établissements et services, hein, mais qui vont s'orienter plutôt vers les directions générales ou vers les présidences d'associations, comme étant le représentant légal. Du coup, on peut se retrouver un peu perdu quand on est directeur d'établissement, quand on est directeur de pôle, par rapport en fait à l'ensemble de l'environnement qui bouge. Voilà. C'est essayer de brosser un tableau qui n'est pas très optimiste, mais pour autant qui est plutôt un peu la réalité des faits. Après, on abordera, si vous voulez bien, les solutions, les pistes de solutions qu'on peut trouver au titre en fait de Nexem. Ok, très bien. Merci pour cette présentation. Maintenant, la parole est à Roland qui va nous présenter un peu sa vision. Oui, je vais confirmer un petit peu ce que vous dites. Et moi, sur le terrain, ce que j'ai pu constater en passant du public à l'associatif. Donc, je suis en détachement, je suis passé sur l'associatif. Je suis sur une association qui a 1200 salariés, qui est le plus gros employeur privé du département. Et on est sur personnes âgées, personnes handicap, personnes âgées, insertion, les ESAT. Et donc, on se développe aussi avec des groupements de coopération sociale, avec des groupes des GCS. Et on est même en train de créer des SCI pour gérer l'habitat inclusif.
Donc c'est une association qui est départementale et qui est assez importante. On s'aperçoit dans le secteur de l'associatif que, un peu comme dans le public, il y a des regroupements qui sont faits, qui sont nécessaires, voire imposés par les ARS. Et donc il y a de nombreuses restructurations et absorptions qui peuvent être vécues de façon plus ou moins comment dire, heureuse et pour les personnes. Parce que les associations se sont construites à partir de conseils d'administration, de personnes qui étaient un petit peu charismatiques. Il y a des associations de parents et qui font que c'est pas la même chose que par exemple dans le secteur public. Quand deux établissements publics se retrouvent ensemble, ils partagent les mêmes valeurs de service public. Ils ont généralement la même, pas la même convention, mais les mêmes missions. Le même statut, je ne retrouvais pas le terme, et donc ça facilite sacrément les choses. En tout cas, moi ce que j'ai vu aussi, c'est que de toute façon, que les directeurs du public, les directeurs de l'associatif sont des personnes qui sont de toute façon très engagées, qui ont la même volonté, le même amour de leur métier. Il y a la FEAP qui a fait une enquête auprès des directeurs de l'associatif et qui montre qu'ils sont tous rentrés là-dedans par choix, par volonté, qui s'y retrouvent dans leur boulot. Mais bon, c'est vrai que les lignes sont en train de changer parce que quelque part, on est en train de leur retirer du pouvoir. Donc, comme disait Mme Aboussa, des regroupements avec des associations maintenant qui sont sur plusieurs départements. Là, je disais que notre association a 1200 salariés, mais on trouve des associations maintenant qui ont 3000 salariés, qui peuvent être sur une dizaine de départements. Donc, les établissements se retrouvent très éloignés du siège et de tous les pouvoirs de décision. En sachant aussi qu'au niveau technique, ce sont des sièges qui se donnent au niveau de technicité des moyens beaucoup plus importants, et on ne retrouve plus forcément des directeurs d'établissement qui sont montés en échelon, et on trouve vraiment un directeur des affaires financières qui vient de la comptabilité, des DRH, etc. Et donc il n'y a plus forcément de promotion possible pour les directeurs d'établissement. Et ça, concrètement, ils le retrouvent aussi dans les DUD, donc dans le document unique de délégation, où en fait, ils se retrouvent à gérer l'établissement au niveau de la sécurité des usagers, sécurité de l'établissement, mais qui se retrouvent quand même éloignés de toutes les grandes décisions de l'association. Pour l'illustrer, j'ai déjà entendu des collègues dire « j'ai appris par le syndicat qu'on allait partir sur tel projet au niveau associatif ». Parce que les syndicats sont au niveau du CA, au niveau du comité d'entreprise, donc ils sont proches du siège et entendent des choses que les directeurs d'établissement n'ont pas encore entendues et n'ont pas encore eu les informations. Donc là, ça pose effectivement la question du management des équipes de direction et apprendre à gérer des équipes qui sont très grandes et sur des territoires qui sont importants. Et là, il y a un véritable apprentissage qui est encore à réaliser. Et comme il ne se fait pas, on sent vraiment de la souffrance au sein des équipes de direction. Et là, la grande différence que l'on peut trouver, que moi j'ai vu entre le secteur public et le secteur privé, c'est la question du corps. Dans le public, on se retrouve à l'EHESP, il y a les syndicats, ce qui n'est pas le cas du tout sur l'associatif. Au niveau du nombre d'adhérents, dans le privé, où on devrait trouver bien plus de directeurs que dans le public, on a très très peu d'adhérents, et les gens ont peur d'adhérer. Il y a peut-être des gens de l'associatif qui sont ici, et peut-être que leurs DG ne savent pas qu'ils sont ici, peut-être qu'ils sont venus ici sur leur temps de travail et qui n'ont pas osé demander la possibilité de venir sur des congés spéciaux. Et j'ai été très étonné, moi, de voir que les gens n'osent pas dire qu'ils sont syndiqués. Et il y a des approches comme ça, les uns les autres, pour savoir où tourner-toi, mais c'est pas du tout évident. Corinne, notre juriste, est souvent interpellée au niveau du CINCAS par tous ces directeurs qui peuvent se retrouver en difficulté sur leurs établissements et avec leur direction générale. Donc la question du corps,
pour moi, était vraiment quelque chose qui était différent. Nous, on a dans le public, il y existe le CNG. Pour les directeurs des établissements, il n'existe rien. Ils ne votent pas, ils ne sont pas représentés. Dans le cadre des NAO, des négociations annuelles obligatoires, les directeurs ne sont pas représentés et n'ont pas d'instance pour discuter de leur statut, de leur évolution de carrière. Et c'est pas bien vu d'aller discuter avec le DG ou avec le président du conseil d'administration. Donc de fait, les directeurs dans le public se retrouvent très isolés. Donc les évolutions font qu'on note à travers les associations que je peux rencontrer vraiment des difficultés qui sont importantes et j'ai l'impression qu'ils se développent. On a eu des conflits où on a vu des équipes de direction qui se sont liguées un petit peu contre le directeur général, des directeurs généraux qui ont été mis à la porte. Bon, ça, c'est pas le cas le plus fréquent. Généralement, c'est le directeur d'établissement qui part, quoi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Oui, sur les pistes, pour moi, il y a 3 pistes. Il y a la convention collective. Est-ce qu'on va aller sur une convention collective unique où on va pouvoir reparler de la représentation des directeurs ? Une deuxième piste qui me semblerait intéressante pour le bienfait des directeurs des établissements, c'est repenser le management. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Comment le repenser avec ces espaces qui s'éloignent et qui éloignent les établissements du siège. Et je me posais la question de savoir s'il ne fallait pas revoir le statut du directeur au travers du décret de février 2007, qui fait que les gens sont formés à diriger, mais en fait, ils ne dirigent pas vraiment, quoi. Ils gèrent la sécurité des établissements, et ce sont des gens qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils ont été formés pour, mais on ne leur demande pas peut-être de faire pour. Donc, ils se trouvent dévalorisés dans leurs fonctions. Et là, je crois qu'il y a un véritable travail à faire pour les grosses associations, pour rassurer les gens et leur donner la parole, un petit peu comme l'exprimait hier soir notre philosophe. Avez-vous des questions ? Y a-t-il une autre solution ? Et ça, c'est pas toujours le cas dans ces associations-là. Voilà. Alors merci Roland. Je vais rebondir sur ce que tu viens d'exposer, puisque donc dans ma mission de délégation syndicale, je reçois nos collègues directeurs et cadres de direction du secteur privé. Et effectivement, depuis 2 ans bientôt que j'assume cette délégation, je constate que l'essentiel des demandes de défense individuelle sont des demandes qui nous arrivent lorsque le directeur vient de recevoir une convocation préalable à licenciement ou lorsque la gouvernance de l'association a changé, que les directeurs ne se retrouvent plus du tout à leur place, ne savent plus quelle est leur place. Aujourd'hui, je peux vous dire que sur certaines périodes, et en particulier sur l'année 2018, certaines semaines, j'ai pu avoir jusqu'à 10 situations nouvelles qui m'arrivaient pendant la semaine. C'est-à-dire que c'est une explosion de ces situations, de grande souffrance des collègues directeurs qui sont dans la situation des ruptures dont on a parlé hier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été associés nulle part à la recomposition, à la modification de l'organigramme, à toutes les démarches qui ont été celles du changement de l'organisation en particulier, comme vous le disiez, parce qu'on pousse à l'expertise, on attend de l'association qu'elle développe des expertises et des compétences spécifiques, et que ces compétences-là ne sont pas recherchées vers les directeurs des sites, comme tu le dis si bien, Roland, mais que du coup, elles donnent lieu au recrutement de nouvelles personnes sur des compétences particulières. Et donc, les directeurs d'établissements qui ne sont pas passés par la possibilité de devenir des directeurs 2.0 se retrouvent effectivement entre la solution de licenciement, sur lequel je ne reviendrai pas, parce que les 3/4 du temps, on essaye de les licencier pour faute, ce qui permet de ne même pas avoir à débourser d'argent.
et de pouvoir attendre tranquillement un jugement prud'homme qui arrivera dans 2 ans et d'ici là faire une petite provision si on était condamné, ou alors de négocier une rupture conventionnelle pour partir le plus vite possible et pouvoir se sentir psychiquement à l'abri de toute la réflexion et toutes les conséquences et la remise en cause que l'association va avoir vers le directeur. Cela m'amène à dire que les directeurs du public connaissent par la position du CNG un lieu qui soit hors de cette association, qui soit délocalisé et qui permette d'avoir un recours. Sur la situation des directeurs de l'associatif, comme vous l'avez très bien dit, l'isolement est la règle. Et donc, on commencera par se dire que le directeur qui n'y trouve plus son compte, eh bien, il doit partir. Mais certainement pas qu'il est en train d'identifier une problématique majeure de l'organisation, notamment celle de sa déqualification, puisqu'on ne lui donne même plus à faire le budget, on ne lui donne même plus à gérer les recrutements ou la discipline pour les agents qui sont dans son établissement. Et de ce point de vue, se retrouve dans le paradoxe de Cassandre, être celui qui dit qu'il y a un problème, et donc on va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible pour qu'il n'y ait plus de problème, n'est-ce pas ? Alors, nous, dans notre mission syndicale, ce qui nous importe, c'est que cette situation ne perdure pas. Alors, effectivement, nous attendons beaucoup de ce que Nexem essaye de faire pour l'avenir et pour les modifications dans ces changements, dans ces organisations. Quelques mots, puisque tout à l'heure, je vous parlais en fait de la dualité, du binôme ou de l'équilibre en fait à avoir entre gouvernance et dirigeance. Ça passe d'abord par former en fait les dirigeants associatifs élus. Je vous disais que c'est allé assez rapidement, cette évolution législative et réglementaire qui a un peu poussé les modifications d'organisation. Les dirigeants associatifs élus n'ont pas compris, je dirais, tout l'enjeu d'être gestionnaire, employeur, et tous ces éléments-là, ça se travaille. Donc on a d'abord commencé par former en fait les dirigeants associatifs élus, notamment pas uniquement en termes en fait de responsabilité sur le risque prud'homal, mais surtout en tant que responsable aussi bien de la sécurité des biens et des personnes, mais in fine d'être en mesure de pouvoir faire perdurer leur action. Et pour ça, ça passe par l'ensemble en fait des directions d'établissements et de services. Donc c'est commencer aussi à leur apprendre à savoir ce que ça signifie d'être directeur d'établissement, qu'il n'y a pas forcément de compétition à avoir, puisque, alors bien évidemment, je nierais avoir tenu ces propos, mais il peut y avoir une compétition entre la fonction du dirigeant associatif élu et la fonction de dirigeant associatif salarié. Et cette compétition, alors je dirais que quand tout se passe bien, quand on est sur un équilibre entre les deux acteurs, et c'est souvent une question de personne, ça va. Quand on commence en fait à avoir un système de compétition entre je suis dirigeant, donc j'ai la main, donc c'est moi le patron, on peut se retrouver en fait en difficulté et très vite en isolement quand on est directeur, parce qu'on ne peut pas partager ces éléments-là avec son président d'association. Donc ça passe d'abord par la formation des dirigeants associatifs élus, pour bien connaître quelle est la place du dirigeant et quelle est la place en fait de la gouvernance. Et faire en sorte que quand on parle de délégation de pouvoir, et quand on parle de rendu compte de la délégation de pouvoir, ça ne veut pas dire un contrôle inopiné de la part en fait de la présidence. Parce qu'on a ce cas de figure-là aussi quelquefois. D'autre part, ça passe aussi par la nécessité, notamment pour les sièges d'associations, de devoir comprendre que la technicité ne veut pas dire que c'est une fin en soi. Et que ça veut dire que c'est aussi un partage. Le fait de revoir complètement les règles du jeu en matière de responsabilité, parce que ça se fait de fait, que les sièges, maintenant, dans le cadre en fait, des CEPOM obligatoires, ont la main en termes de répartition en fait, des budgets. Ça veut dire que pour avoir une bonne répartition, il faut être en mesure de travailler de manière collaborative. Et ce n'est pas imposer le fait de se dire là, il va falloir qu'on fasse 10% d'économie, donc je vous remercie de faire le nécessaire. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc du coup, ça veut dire que ça fonctionne par des comités de direction, par des comités de direction par pôle, par des comités de direction par secteur d'activité qui permettent d'avoir en fait des systèmes de construction. Le management participatif, c'est pas uniquement en fait vis-à-vis des directions d'établissement, c'est vis-à-vis de l'ensemble de l'association. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Par ailleurs, c'est aussi mettre en place des groupes de parole vis-à-vis des directeurs en fait, d'établissement, vis-à-vis des directeurs d'activité qui peuvent être des solutions ou des points d'appui pour être en mesure d'être sur des logiques d'échange de pratiques et d'échange de difficultés. Mais ça ne peut se faire qu'à partir du moment où ça vient du terrain. Nexem, je vous ai dit, c'est une organisation nationale, mais qui s'appuie sur 17 délégations régionales.
et on mise beaucoup sur les remontées de terrain pour nous permettre soit de s'appuyer, alors je ne vais pas parler de bonnes pratiques ou de pratiques inspirantes, je pense que c'est le mot à la mode maintenant, pour permettre en fait d'essaimer en fait ces dynamiques-là, pour pas que ce soit le national qui plaque un mode de fonctionnement au niveau des établissements et services, au niveau des territoires. Donc c'est vraiment tenir compte en fait des particularités ou des réalités territoriales, d'être en mesure, nous, en tant qu'organisme national, de pouvoir après l'essaimer, ou de pouvoir dire, écoutez, voilà ce qui existe sur tel territoire, essayez de voir si vous pouvez vous en inspirer ou pas, et ensuite être en mesure de pouvoir proposer en fait des guides, des soutiens, des appuis, qui peuvent être autant d'outils à la main en fait des directeurs d'établissements, de pôles ou de services. Et donc, est-ce que vous voyez une évolution justement sur cet accompagnement, depuis que vous faites cet accompagnement dans oui. le mode de management, dans le dialogue social, est-ce que vous avez pu constater justement une évolution? Alors, je veux dire oui, en bien et en mal. Alors, c'est pas une réponse de Normand, mais presque. En bien, parce qu'on a eu certains dirigeants associatifs élus qui se sont rendus compte du fait que le directeur ne peut pas être accusé de tous les maux. Et que c'est pas la faute du directeur, que le conseil d'administration aussi a se remettre en question sur son mode de fonctionnement, sur le fait que, parce qu'on avait aussi des enjeux de pouvoir, le fait que de se dire qu'on a le pouvoir, qu'est-ce que ça signifie, c'est-à-dire qu'on a eu quelquefois des personnes qui nous disaient c'est nous les patrons, oui, ok, d'accord, mais quand on regarde bien, vous n'avez pas de niveau de qualification, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir lire un budget, c'est tout bête, hein, mais qui nous disent nous on est à la tête 270 millions d'euros de budget. D'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est vous qui les portez? Est-ce que c'est vous qui faites les recours? Non, ce sont les directions d'établissement qui sont en mesure d'alimenter, de vous nourrir et de pouvoir permettre aussi qu'il y ait une continuité d'action au niveau de ce que vous avez souhaité, au niveau de votre objet social. Donc ça a commencé comme ça. Donc on a des conseils d'administration qui sont en mesure de comprendre. On a d'autres conseils d'administration qui nous disent c'est trop compliqué, on lâche, et qui se remettent plus en question sur une logique en fait de rapprochement vers une autre structure. Tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on est sur une technicité de plus en plus importante. On a certains conseils d'administration qui ne sont plus en mesure de suivre. Et parallèlement, on a d'autres directions qui nous disent mais on perd la main complètement par rapport à notre objectif de départ. Donc comment est-ce qu'on peut être en mesure de travailler cela ensemble? Alors là, on aborde une autre question, ces fameux rapprochements, ces fameux regroupements. Alors, ces regroupements, on voit bien que, comme Roland a pu le voir, parfois ils sont décidés à un niveau et impulsés aussi par les ARS. Et puis les associations, mais comment est-ce qu'elles procèdent pour faire une fusion? Et comment est-ce qu'elles font? Elles n'ont pas d'obligation, elles ne sont pas tenues de passer par un certain nombre de canaux. Alors, comment faire pour que cette fusion elle puisse se passer dans les meilleures conditions? Quels sont les risques? Et quelles sont du coup les possibilités pour Nexem d'accompagner aussi pour que cette fusion se fasse dans le bon sens et puis qu'elle soit bonne pour tous? Le premier élément que l'on met en évidence dans le cadre en fait, de toute dynamique de rapprochement, quelle qu'elle soit, alors ça peut, on parle de fusion, mais il y a plein d'autres outils en fait de rapprochement, ça passe d'abord par le projet politique. Et le projet politique, c'est pas uniquement le conseil d'administration qui est en mesure de le mettre en place, ça se travaille sur la base en fait de l'évolution des besoins des personnes qu'on accompagne. Et c'est la raison pour laquelle on demande systématiquement à ce qu'il y ait, comment est-ce qu'on dit maintenant, une comitologie qui tiennent compte ce qu'on appelle nous des groupes de travail interassociatifs et surtout qui soient basés sur les activités en fait qui vont fonder le projet de rapprochement. Et c'est sur cette base-là, avec un état des lieux, force, faiblesse, et surtout ce qu'on souhaite pour les 5 années à venir à minima, qui doivent configurer en fait la colonne vertébrale du rapprochement, quel qu'il soit. On a trop de rapprochements qui se cassent la figure parce qu'on a estimé que la fusion était l'alpha et l'oméga en fait de la dynamique de rapprochement. Et ça ne peut se faire que si on s'appuie sur les directions d'établissement, sur les directions de pôle et sur les chefferies de service. Je n'ai pas parlé des corps intermédiaires, mais ça fait aussi partie des éléments, des facteurs de réussite au niveau du projet de rapprochement. Alors, vous pensez bien que tout ça, nous savons très bien que ça résonne pour vous aussi, les fusions, les rapprochements, et comment fait-on, et par où passe-t-on pour que ça se passe bien? Alors, on sait, et je suis bien placée pour le savoir, puisque je suis aussi administratrice dans une association AFPEI, que lorsqu'on démarre une fusion, eh bien c'est très long pour se mettre d'accord, quand on n'a rien vraiment comme objet au départ à partager, et pas forcément l'envie de le faire.
Et pourtant, il y a quelques obstacles techniques qu'il ne faut pas rater. Et qui peut accompagner et quel type de structures peuvent accompagner les associations à se mettre d'accord? Alors, je ne vais pas faire la minute pub de Nexem, mais aujourd'hui, les autorités de tarification comprennent que ça ne peut pas se faire seul. Alors qu'il y a de cela quelques temps, elles étaient farouchement opposées en disant, écoutez, vous vous mettez d'accord sur un coin de table, c'est pas si compliqué. Là, elles comprennent maintenant qu'il y a à minima 3 éléments sur lesquels il ne faut pas se louper. C'est bien évidemment la gouvernance. Enfin, c'est d'abord le projet en fait de rapprochement. Pourquoi se rapprocher? La gouvernance. Et ensuite, les acteurs de la gouvernance. Et quand on parle des acteurs de la gouvernance, ce ne sont pas que les conseils d'administration. C'est être en mesure d'avoir une vision à 360 degrés qui s'appuie sur ce qu'on appelle, nous, l'ensemble des parties prenantes. Donc, les personnes accompagnées, les conseils d'administration, les professionnels de l'accompagnement, les directions d'établissement, pour justement faire en sorte que ça permette d'avoir un état des lieux le plus clair possible. C'est la seule, pour nous, c'est la seule condition pour faire en sorte, alors après vous allez avoir des outils techniques bien sûr, mais c'est la seule condition qui fasse que ça marche ou que ça ne marche pas. Si on n'est pas en mesure de mettre tout ça sur la table, vous pouvez être sûr que votre projet de rapprochement se fera dans la douleur. On va passer à des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à cette intervention? Parce qu'on va arriver au bout de notre demi-heure impartie. Dites-moi que c'était clair et limpide. Merci. Il y a beaucoup de gens du public. Alors, on est très content d'avoir pu vous faire partager un petit peu de cette complexité du secteur privé associatif. Pour en terminer, peut-être qu'on va aller vers la note positive qui est celle que l'on porte syndicalement au SYNCAS. Les conseillers le savent bien, on en a déjà débattu par rapport à notre implication dans le projet fédéral autour de notre volonté de négocier une nouvelle convention collective unique et en particulier d'obtenir une rédaction dans cette convention collective qui permette un espace de dialogue national ou régional pour les directeurs salariés afin qu'ils aient un lieu pour pouvoir exposer les problématiques qui sont les leurs, qu'elles puissent être entendues, qu'elles puissent être gérées sans affect et sans personnalisation, sans que chacun se sente aujourd'hui, comme il l'est aujourd'hui, déqualifié. Et parce que nous partageons ensemble les missions de service public avec le secteur associatif, nous savons bien aussi dans le secteur public, dans ce champ social et médico-social, que nous n'avons pas fini avec les évolutions. Nous le savons, nous sommes des acteurs complémentaires dans l'accompagnement des personnes. Nos gènes ne sont pas très éloignés, nos objectifs et nos valeurs sont proches. Osons faire évoluer les structures dans une vision collective et non discriminante. Le positionnement du directeur dans chacun des contextes d'exercice nous fait toucher du doigt les équilibres à maintenir et vous nous avez parfaitement illustré cela, pour un exercice respectueux de nos métiers et dans le respect de chacun. Alors, à l'horizon de réflexion sur les missions régaliennes de l'État ou des scénarios d'évolution majeure de la fonction publique hospitalière, le secteur associatif a de l'avenir et son évolution conventionnelle y participera. Nous fondons beaucoup d'espoir. Merci. Merci beaucoup.